bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 de l'émission Santé 10. Je me présente, Valérie Vandal-Pierrier-Latour. Je remplace Brigitte ce soir, qui a un petit mot d'ailleurs à vous dire. Salut à tous, une petite vidéo pour vous rassurer. Alors il est vrai que pendant quelques temps, vous n'allez pas me voir, je ne serai pas là pour Santé 10. Et puis pour ceux qui sont fidèles à la radio où je travaille, eh bien, vous ne m'entendrez pas non plus. Mais pas d'inquiétude, justement, dans Santé 10, en bien apprenant bitin, il faut savoir écouter son corps. Voilà pourquoi, eh bien, on va aller recharger les batteries, vérifier cette santé et prendre soin du corps et revenir en pleine forme. Durant mon absence, nous n'allons pas arrêter l'émission Santé 10, hors de question, puisque vous le savez, votre santé est une priorité. Donc c'est Valérie qui va vous accompagner durant mon absence et moi je vous dis à très très vite. Voilà, donc Santé 10, une émission du jeudi normalement, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, mais il y a eu quelque chose, donc on a dû le faire aujourd'hui. Donc, alors c'est un rituel pour vous. On parle de la santé avec des professionnels, avec des témoignages, on parle aussi des malades, des personnes qui ont guéri. Et ce soir, nous allons aborder la première de 9 émissions qui auront pour thème principal la santé au féminin. Et ce soir, on va commencer par un thème très important qui va bien avec le mois d'octobre, qui s'appelle « Le sein dans tous ses états ». Voilà, donc je vais faire un tour pour vous présenter les intervenants de ce soir. On va commencer par monsieur docteur Louis Geffry, qui vient de Saint-Martin, qui est chirurgien gynécologue au centre hospitalier de Saint-Martin. Oui, exactement. Bonsoir Valérie. Bienvenue. Merci. À vous. Bonsoir à voilà, madame collègues. Danielle Braha, sage-femme libérale, que tout le monde connaît en Guadeloupe. Bonsoir. Aussi, madame Marie-Paul Fernandez, qui vient de la Ligue pour le cancer du comité Guadeloupe, et madame Dixide, qui est Candide. Alors, madame Dixide, Candide, expliquez-moi ce mot. C'est juste que je représente toutes les femmes de la Guadeloupe. Je suis là pour porter la voix des femmes, celles qui ne pourront pas de toutes les manières, Canal 10 ne pourra pas toutes les recevoir. Je suis là pour parler en leur nom, pour dire en fait ce qu'elles ne peuvent pas venir vous dire. C'est parfait. De manière candide. De manière candide, voilà, il fallait qu'on comprenne le mot candide. C'est une personne lambda qui vient en observatrice et qui... Exactement. Voilà. Alors, on va commencer, on va rester avec vous, Mme Dixit, et on va parler du sein dans notre société, le regard de l'autre. Alors, c'est quoi le sein? Si je vous interroge ce soir, quand je vous parle sein, je pense qu'à 100%, vous me parlerez femme, mère, maman, n'est-ce pas? Alors, le sein, c'est un organe que possèdent effectivement les femmes, mais les hommes aussi ont une paire de seins. Et des fois, on a tendance à l'oublier. Le sein est un organe féminin, mais également un organe masculin. Et donc, le sein se situe au niveau de cette partie du corps. Et le sein est porté, en fait, par des muscles qui sont à l'arrière, ce qu'on appelle les muscles pectoraux. Vous savez, quand les hommes font ça, comme ça. Donc, ils ont ça. Nous aussi, les femmes, nous l'avons. C'est pas aussi prononcé, mais ce sont ces muscles-là qui portent le sein. Et donc, c'est une enveloppe de peau. À l'intérieur, on a quoi? On a du gras, on a des canaux, on a plein d'autres choses qui permettent à la femme qui devient mature de pouvoir allaiter. Parce qu'il faut savoir que la première fonction du sein, c'est d'allaiter. C'est de permettre à la femme d'allaiter. Donc, on dit souvent, on parle de glande mammaire. Alors, c'est pour ça que souvent, quand les femmes font des régimes à répétition, puisque le sein est porté par la peau et c'est pas un muscle, hein, nous avons tendance à l'affaisser, à l'affaiblir parce que la peau lâche. Donc, le sein, c'est un organe qui est là et qui grandit avec nous. Ce qu'il y a d'intéressant avec le sein, c'est que c'est l'un des organes qu'on voit grandir avec nous. C'est-à-dire que le sein nous permet de nous situer dans notre évolution. Alors, quand on est une petite fille, on a juste des petits points, comme les garçons. Et avec le temps,
le sein va nous dire, ben voilà, tu as grandi un petit peu, ça va commencer à faire mal parce que les mamelons vont s'écarter, s'étirer un petit peu, et ça va commencer à grossir. Et à ce moment-là, on comprend bien qu'on est passé de l'enfance à l'adolescence, à la puberté, et le sein va encore grandir avec nous, va nous montrer qu'à un moment donné, ben voilà, je suis prête à allaiter, donc on va rentrer dans la maternité. On va commencer à faire fonctionner cet organe pour être cette mère nourricière. Et enfin, le sein nous accompagne aussi lorsque nous avons quitté cette phase où nous sommes appelés à être maman et nous rentrons dans la préménopause ou la ménopause. Les seins sont là pour nous rappeler, ben maintenant, je ne suis plus en état de fonctionner. Et les seins s'affaissent presque, j'ai envie de dire, naturellement. Donc, le sein, c'est un très bel organe. Nous devons conscientiser sa présence. J'ai envie de dire que on l'utilise beaucoup à d'autres fins que l'allaitement. On utilise le sein pour exprimer sa féminité. Alors, le sein, c'est aussi l'organe qu'on expose pour bien montrer qu'on est devenu femme. Donc, on l'enveloppe dans des soutiens, dans des espèces de choses que moi, j'appelle des instruments de torture, mais que nous portons allègrement, nous femmes, et qu'on appelle soutien-gorge. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle gorge, en fait, parce que ça soutient les seins, mais bon, c'est des soutiens-gorge. Les seins sont en dessous de la gorge. Voilà, probablement. Et donc, nous les exposons, nous les compressons, nous les opprimons, mais nous les aimons tant que nous les bichonnons parfois. Ça nous arrive aussi de les bichonner et il nous arrive aussi de les refaire. Vous savez, en fonction du moment de la vie, parce que le sein, c'est quand même par excellence l'expression de la féminité. Donc parfois, quand ça ne nous plaît pas, on a peut-être des petits seins pommes, on aimerait avoir des seins poires, on a des seins qui sont beaucoup plus volumineux, on aimerait les rétrécir, il y en a d'autres qui aimeraient tant en avoir un peu. Donc parfois on joue avec, on les coupe, on les taille, on les redimensionne parce que c'est des phénomènes de mode qui appellent à travailler le sein selon les âges et selon surtout nos situations du moment. Et c'est vrai que le sein fait partie de notre vie. Et qu'est-ce qu'on peut... Alors, dans l'histoire, rappelez-vous, il y a très longtemps, les femmes portaient des corsets. Oui. Alors, on comprimait le corps pour avoir la taille fine, mais c'était au détriment des seins. Parce qu'on les voyait avec les seins qui étaient au balcon et qui étaient compressés. Et j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans d'autres pays avec les seins. Quand on part, par exemple, en Afrique, il y a des femmes qui travaillent beaucoup leurs seins pour les aplatir. Alors que nous, les femmes européennes, nous voulons absolument les avoir bien arrondis, qui tiennent bien. Comment ? Galbées. Eh bien, certaines femmes africaines, elles travaillent les seins, elles les aplatissent parce que c'est pratique. Vous savez, elles portent les bébés dans le dos et quand elles sont dans le champ, c'est tellement plus pratique de balancer les seins derrière et de faire téter l'enfant. Donc, elles n'ont aucun problème avec des seins que nous appelons ici des gants de toilette. Elles travaillent cela pour avoir les seins bien aplatis pour être beaucoup plus pratiques. Et nous voulons que nos seins soient galbés. Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé en travaillant cette émission, c'est la maltraitance. Moi, je suis très touchée par la maltraitance et les abus faits aux femmes. Et donc, il y a des femmes en Afrique qui subissent ce qu'on appelle le repassage du sein. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Quand on parle de repassage, on voit tout de suite un fer à repasser. Et c'est chaud. C'est chaud. C'est voilà. Surtout ça. C'est surtout ça. Et donc, ce sont les grands-mères ou les mamans qui mettent à chauffer des pierres dans des espèces de fous, là. Et une fois que c'est bien chaud, eh bien, on appelle la jeune fille qui a entre 11 et 15 ans et on repasse le sein. Et je suis contente de vivre en Guadeloupe parce que je pense que je n'aurais pas pu supporter cela. Mais on leur repasse vraiment, littéralement, le sein pour les aplatir. Pourquoi ? Parce que dans ces contrées-là, les femmes sont souvent violées, agressées. Et dès qu'elles deviennent jeunes filles, dès qu'elles ont... Parce que les seins permettent, je vous disais tout à l'heure, de bien voir l'évolution, le moment où on passe de l'état de petite fille à jeune fille, la période de la puberté. Et donc, pour les protéger contre le regard des prédateurs
qui peuvent les agresser, les violer, eh bien, les mamans et les grands-mères ont trouvé une astuce. Il s'agit de presser, de repasser les seins. C'est une toute autre culture. Et beaucoup de femmes en souffrent. D'ailleurs, il y a une femme qui a fait un très bon témoignage. Elle a dit qu'elle a souffert de cela. Elle en a été traumatisée. Maintenant, elle vit en France hexagonale et elle s'est fait refaire les seins pour essayer de guérir de ce traumatisme. Et donc, on parle souvent de l'excision. C'est plus de cela dont on parle dans ces pays-là, mais il faut savoir que les seins subissent aussi pratiquement le même sort que les autres organes féminins. Donc, moi, j'ai été vraiment très choquée de voir qu'on puisse infliger ça à des enfants de 11 ans, 14 ans, 15 ans. C'est terrible ce qu'on peut faire souffrir, ce qu'on peut faire vivre nos seins. On les aime, mais bon, c'est une drôle de manière d'exprimer l'amour. C'est un peu comme le poulet. On dit on aime le poulet, mais on le tue, on le mange. Donc, comment ? On aime les seins, mais on aime les triturer, on aime les presser, on aime les oppresser. Et j'ai découvert une chose, c'est que quelque part aussi en Afrique, alors, il y a les hommes qui aiment téter. Vous savez que quand les femmes accouchent, elles ont du lait qu'elles doivent donner au bébé. Et bien, certains maris prennent plaisir à venir téter. Alors, je peux comprendre, hein, parce que c'est quand même une zone érogène et que cette relation on a eue avec sa maman, on veut pouvoir le retrouver. Seulement, un certain nombre de professionnels de santé étaient obligés de monter au créneau pour dire attention, messieurs. Faut en laisser pour le bébé. Oui, c'est pas... Oui, il faudrait laisser le sein au nourrisson, au bébé. Et malheureusement, il y a des hommes qui prennent plaisir à téter. Donc, mesdames, oui, d'accord, on peut les laisser téter, mais un peu après les bébés, quoi. Pas en même temps, pas avant les bébés. Priorité chez aux nous, ça bébés. n'existe pas trop, je pense. Alors, ce qui existe chez nous, c'est la tétée des hommes, mais après la période où la femme allaite, quand elle a fini, évidemment, comme c'est la mère nourricière, elle devient aussi un peu le goûter aussi, seule. par curiosité. Voilà. Il faut aussi savoir qu'il y a des gens aussi qui pensent que ça donne des contractions avant l'accouchement. Ça fait partie parfois de certaines choses qui sont prévues semble-t-il, par certaines personnes qui disent, voilà, pour qu'elle ait des contractions pour accoucher, comme la tétée stimule effectivement les seins et certaines hormones, on va pas en parler là tout de suite, ça provoque des contractions. Et qui pensent que ça pourrait aider à déclencher l'accouchement. Voilà. Sans rentrer dans trop de détails, mais voilà, c'est un peu ça. Donc ça existe aussi effectivement avant l'accouchement. Et parfois après aussi, parce qu'on met souvent l'enfant en Afrique aussi, l'enfant très tôt à la tétée pour permettre d'éviter que la perte de sang soit trop importante et donc que l'utérus se contracte beaucoup plus vite. Donc effectivement, la succion du sein peut effectivement avoir plusieurs intérêts. Voilà, on va se contenter de cela, effectivement. Ce sera mieux. En tout cas, c'est une vraie présentation du sein. Oui, le sein, c'est quelque chose de fascinant. Vous savez, c'est ce qui fait vraiment la différence en termes de morphologie entre un homme et une femme. Alors, certains hommes vont avoir des seins développés, mais ça, on reste dans l'ordre des pathologies. La règle, c'est que les hommes n'ont pas de seins. En tout cas, ils ont des seins, mais pas des seins qui sont formés comme les seins de femmes. Voilà. Donc, le sein, c'est quelque chose qui fascine. Vous savez que le sein a aussi été un objet de lutte pour certaines femmes. Et c'est vrai qu'on disait en coulisses que arrivé à un certain moment, quand on n'arrive pas à se faire entendre, il faut passer par des gestes qui peuvent provoquer, en tout cas qui vont susciter le regard, l'attention, attirer l'attention sur soi. Et certaines femmes ont trouvé cette parade, se dénuder, montrer les seins pour crier fort ce qu'elles vivent à l'intérieur. Leur souffrance, c'est de dire que nous ne sommes pas comme vous, nous sommes des femmes. Regardez, nous avons les seins, mais nous souffrons. Donc, le sein, ça a été aussi un objet de lutte pour les femmes. Elles l'ont utilisé. Quand on regarde cette femme, comment ? Les femelles. Oui, elles exposent leur sein à des moments précis, dans des circonstances particulières, pour qu'on puisse s'arrêter un instant et considérer leur situation. C'est quand même dommage d'en arriver jusque-là, mais parfois, elles vont
très loin, on va très loin et on utilise cet organe-là comme un instrument, un objet de lutte, de sensibilisation pour interpeller, pour crier la souffrance des femmes. Merci Madame Dixit, c'est une très belle présentation. On va passer à Madame Bras. Madame Bras qui est sage-femme libérale. Alors, le regard de la sage-femme sur le sein, en lien avec la prévention du cancer du sein. Pouvez-vous nous en parler? Alors, le sein, sa fonction principale, c'est d'allaiter. Le sein, c'est l'organe qui fabrique le lait, qui l'entrepose et qui l'emmène jusqu'à la bouche de l'enfant. Mais nous sommes actuellement au mois d'octobre, octobre rose. Et c'est l'occasion pour nous, sages-femmes, de montrer comment l'allaitement maternel intervient dans la prévention du cancer du sein. On connaît l'allaitement maternel, c'est bien fait sur la santé de l'enfant, comment c'est des effets positifs, surtout en matière d'immunologie. Mais on parle très peu des effets positifs de l'allaitement maternel sur la santé de la femme. Des scientifiques ont montré que des femmes qui allaitent et pendant un certain temps sont moins exposées au cancer du sein que celles qui n'allaitent pas. Et ils conseillent même de pratiquer l'allaitement pendant au moins 1 an après chaque naissance. Et vous savez, ils disent que pour chaque période de 12 mois où vous allaitez, vous diminuez votre risque d'avoir le cancer du sein de 4%. C'est pas rien. Pour chaque période de 12 mois, on diminue le risque d'avoir le cancer de 4%. En qualité de sage-femme, nous sommes au cœur de la vie des femmes, au cœur de la vie des couples, au cœur de la vie des familles. Et la prévention du cancer du sein, c'est l'affaire de tout le monde. L'affaire des femmes, l'affaire des couples, donc les hommes sont compris, et l'affaire des familles. Mais me direz-vous, comment? Pour les femmes, elles choisissent d'allaiter bien avant d'être enceintes. Elles savent qu'elles vont allaiter. Et elles se convainquent que c'est bon pour leur enfant, mais aussi pour elles. Pour les couples, et là je m'adresse au papa. Comment un papa peut intervenir dans la prévention du cancer du sein? Vous me direz qu'il n'a pas de sein, c'est vrai, mais l'enfant, c'est son enfant. L'enfant n'a pas besoin que de téter, il n'a pas besoin que de manger, il a soif d'amour. Il a soif d'amour de son papa aussi, et son papa est tout à fait capable de donner de l'amour. C'est pas une affaire, quelque chose qu'on apprend à l'université, c'est naturel. Et plus on donne, plus on en a à donner. Comment il peut s'exprimer? La mère a l'aide, mais lui, il se rend utile pour l'échange. L'échange, les couches souillées, toutes souillées, s'il vous plaît. Il va faire le pot à pot. Il va baigner l'enfant. Il peut le masser. Il peut lui raconter des histoires. Il peut le promener. Il peut faire plein d'autres choses de contact physique, alors que la mère est peut-être occupée à autre chose, parce qu'elle l'a souvent au sein. Ça, c'est la part du papa. Et je m'adresse aussi, donc il soulage la femme de certaines tâches, dont celle-là, par exemple. Il peut intervenir dans d'autres choses, ce qui fait que la mère, elle évolue, son allaitement se passe dans un environnement serein où elle est considérée, et c'est de mieux en mieux, et pour elle, et pour l'enfant qu'elle allaite. Et tout le monde est heureux. On apprend comme ça à être heureux. On ne naît pas comme ça, mais on apprend à le devenir si on le veut. Et en matière de famille, je disais que c'est aussi l'affaire des familles. Dans les familles, il n'y a pas que papa, maman, il y a les mamies. Et là, je m'adresse aux mamies, grand-mères. Que vous soyez mère ou belle-mère, vous pouvez et vous devez encourager vos filles, vos belles-filles à allaiter. En leur racontant vos expériences heureuses d'allaitement, les joies que vous avez découvertes en allaitant. Ça fait du bien. Et s'il vous plaît... Le lien qui se crée entre... Dans la famille, donc on transmet ce bonheur-là, ces joies, et on encourage, que tout le monde n'a pas la même facilité, mais avec l'encouragement, les propos, la présence, et les témoignages de personnes qui sont en votre présence-là, ça encourage et on continue. On peut ainsi arriver au moins 1 an, et avoir ces 4% de moins de risque de cancer du sein.
Et quand on fait ainsi, ça se transmet de famille en famille, de génération en génération. Que je disais que ce serait intéressant que les grands-mères en parlent en présence des jeunes, des adolescents, ça les prépare à cela. Mais ça devient une culture d'allaitement maternel en Guadeloupe. Et voilà qu'on a gagné. On est en train de faire naître la culture de l'allaitement maternel, et pour l'enfant, mais aussi pour la femme. Il n'y a pas que l'enfant, la femme aussi. Parce que je connais beaucoup de mamans qui disent qu'elles préfèrent directement aller au biberon pour ne pas abîmer leur poitrine, par exemple, et oublier justement ce lien maternel qui se crée pendant l'allaitement. Alors, cette histoire de seins qui s'abîment, c'est des propos qui sont pas vérifiés. C'est pas du tout vérifié. Et puis, même si c'était vérifié, quand on fait la différence entre l'avantage de l'un et de l'autre, vous êtes en train de faire devenir un homme qui demain pourrait être votre président de région ou président de la nation. Vous lui donnez tout ce qu'il faut dès le départ. Et le lait de la mère, il est adapté aux besoins de son petit. Alors vous faites l'économie de ça pour une affaire pour quelques années. Non, ça n'est pas vérifié. Oui, docteur. Ce qui est clair, c'est que les études n'ont pas montré vraiment de différence. Il n'y a pas aujourd'hui une étude qui montre que l'allaitement réduirait le volume ou même la morphologie du sein. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que les femmes avaient tendance, et peut-être les hommes aussi apparemment, un peu maltraitent leur sein. Et l'homme maltraite leur sein de façon indirecte. Parfois, une perte de poids trop rapide, une habitude qui n'est peut-être pas assez ancrée de pouvoir s'occuper de sa poitrine et de s'en occuper régulièrement. La posture. Et la posture, effectivement. Et tout ça, c'est clairement, tous ces éléments-là sont ceux qu'on a découvert étaient comme ceux qui vraiment abîmaient les seins. Donc une poitrine qui perd de son volume trop rapidement après une grossesse, parce qu'on a perdu du poids, par exemple, trop rapidement, parce qu'on a voulu faire un régime pour rentrer dans ses vêtements d'avant trop vite, par exemple, peut effectivement avoir des conséquences délétères irréversibles. Et donc ça, oui, c'est reconnu, mais certainement pas le fait d'allaiter. Certainement pas. On va rajouter qu'il est nécessaire de nourrir le sein. Parce que s'il est vrai que c'est la glande mammaire qui nourrit, mais il faut aussi nourrir, parce que c'est une peau. Et voilà, c'est du gras. Il faut nourrir son sein, il faut s'en occuper, il faut masser le sein avec de l'huile, voilà, faire de l'exercice pour maintenir ce tissu et permettre au sein de pouvoir subir ces différents changements sans trop perdre en élasticité, puisque voilà, c'est quand même... Les sages-femmes le disent à leurs patientes. Vous apprenez à vos patientes, elles le savent. C'est un ordre. Oui, elles peuvent le savoir. Il leur appartient d'appliquer. Oui. D'appliquer. Le message passe, mais est-ce qu'il est reçu comme il devrait l'être? Ça, c'est une autre histoire. Mais nous sommes encore sur le terrain. Nous allons répéter. Ce soir, je suis là pour ça. Les préparations à l'accouchement, je suppose qu'on dit ça aux futures mamans. Mais on va les voir à domicile, voilà. Au modalité. À la maternité, les collègues sages-femmes le passent. Elles vont à domicile, les collègues de PMI passent. Maintenant, il faudrait que les femmes veuillent comprendre et vouloir qu'elles enlèvent dans leur tête cette histoire d'affaissement des seins. Il faut savoir faire les bons choix. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Jeffrey, docteur, gynécologue, chirurgien, obstétricien, au centre hospitalier, au centre hospitalier de Saint-Martin. Donc, la question, c'est la place du gynécologue dans la prévention. Alors, c'est vrai que c'est une place qui est pas souvent, à mon sens, pas souvent mise en avant. C'est que si on est dans une profession en disparition avancée, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins nombreux. Bon, j'espère que les choses vont s'améliorer et que d'autres professionnels aussi prennent le relais. Les sages-femmes également qui prennent pleinement leur place. De moins en moins nombreux, c'est-à-dire que, bon, globalement, la pénurie affecte, comme beaucoup de spécialités médicales et chirurgicales, il y a une vraie pénurie parce que ce sont des spécialités qui sont considérées aussi comme difficiles parce que quand on est en obstétriction, on fait des gardes de nuit, surtout au début, et donc ça peut gêner un petit peu des personnes qui aimeraient avoir une vie plus tranquille, on va dire, tout de suite. Mais sans rentrer dans ces détails, ce qui est certain, c'est que la place du gynécologue, à mon avis, aujourd'hui, dans l'approche et la communication avec les patientes sur leur féminité est fondamentale. J'ai bien aimé l'élément important qu'on a discuté tout à l'heure sur le regard de l'autre. Mais il est très clair qu'une jeune fille qui commence sa puberté vers 8-9 ans
10 ans. Hein. C'est de plus en plus tôt maintenant. C'est de plus en plus tôt. Alors on sait pourquoi. Hein. Il y a parmi les dérèglements endocriniens et les hormones, bon, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de facteurs. Mais très clairement, il n'y a pas d'âge pour commencer à aller voir un gynécologue. Le médecin généraliste, la sage-femme, peuvent également, et totalement, comme nous, être en première ligne pour ça. Hein, l'accès est direct avec nous, donc il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est que souvent les parents peuvent se sentir un peu mal à l'aise en venant chez le gynécologue, parce qu'ils se disent, quand je viens voir le gynécologue, c'est pour faire un frottis, ou je viens me faire la palpation des seins, ce qui est totalement faux. Les premières consultations chez le gynécologue peuvent être tout simplement des consultations pour apprendre son corps, à savoir quelles sont les réactions de son corps, et j'en parle souvent à certaines patientes qui souvent viennent avec leur fille, arrivent, elles sont en vacances scolaires, donc elles viennent, voilà, il y a ma fille, j'aimerais bien qu'on en discute, qu'on lui explique un petit peu les choses, et c'est appréciable. Et je pense que c'est quelque chose qui doit se développer, parce que beaucoup de choses ne sont pas forcément dites par les parents, ou qui ont une connaissance partielle, et qui sont mieux appréhendées quand un professionnel et un gynécologue abordent les sujets. Si j'ai bien compris, donc vous demandez aux parents d'emmener le plus tôt possible. Mais je dis que quand elles sentent, ou même que elles sentent qu'elles sont plus tellement en capacité à répondre à toutes leurs questions, elles peuvent voir un professionnel, gynécologue ou sage-femme. Hein, et ça, c'est très important. Et donc ça c'est un élément important. Ensuite, sur la consultation qu'on considère comme étant la consultation annuelle, on va annuellement voir son gynécologue parce qu'il y a plein de questions effectivement qu'on peut se poser dans l'examen classique de consultation. Attention, on va remettre les choses dans l'ordre. Premièrement, bien remettre le ressenti et le vécu de la femme qui vient en consultation en avant. Vous avez des jeunes filles de 25 ans qui viennent en consultation affolées pour un examen mammaire, alors qu'elles n'ont rien, juste parce qu'il y a une de leurs grand-mères, ou une maman, ou une sœur, ou une tante qui vient d'avoir un cancer. Donc elles viennent paniquer. Voilà, l'idée c'est de revenir là-dessus. Quel est votre ressenti par rapport à la chose? Comment vous pouvez justement vous réapproprier, profiter de cela pour bien améliorer votre suivi. L'examen des seins est un examen qui n'est pas obligatoire au départ, qu'il faut toujours demander, parce que on n'examine pas le sein, les seins sans le consentement de la femme. L'examen abdominal est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile, mais il ne faut pas le négliger. L'examen du périnée aussi. Mais il n'y a pas d'examen obligatoire. Hein. Par contre, j'aimerais quand même dire que chez les femmes en général, cet examen annuel doit impérativement comporter également un examen de la tension et du poids. La tension encore plus importante que le poids, parce que le poids on peut la considérer, mais la tension est importante. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que devant le cancer du sein, ce qui tue le plus, ce sont les maladies cardiovasculaires chez la femme. Il faut le savoir. Et donc, il est important, quand on profite de cette occasion-là, pour rappeler à la femme que, quels que soient les traitements ou les pathologies, il faut qu'elle fasse attention à leur système cardiovasculaire, et donc il faut qu'elle s'en occupe. Et donc, on est là aussi pour aborder cet aspect qu'elle n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler autrement. Voilà. Moi, je vais rassurer la population qui vient d'entendre de la bouche d'un gynéco qui sont en pénurie. Il y a les sages-femmes sur le terrain dont la mission, c'est d'informer, éduquer, accompagner. Devant la pénurie et c'est notre métier d'accompagner. Devant la pénurie des gynécos, les sages-femmes sont là, elles ont compétence pour pouvoir faire les consultations, les entretiens, la consultation annuelle, la consultation de contraception, et puis informer les gens. On peut aller librement chez sa sage-femme, prendre une consultation, et ce n'est qu'un entretien, une information. Là, il y a des sages-femmes dont c'est le métier de le faire. Et je crois que dans toutes les communes de la Guadeloupe, c'est ce que j'allais vous poser on en trouve et de secteurs d'activité différents, aussi bien la PMI, les hospitalières que les libérales. Rassurez-vous, il y a du monde, mesdames, pour vous examiner. C'est vrai. Pas obligé d'aller au gynéco. Vous avez bien Alors, la entendu. consultation s'appelle gynécologique parce que c'est un travail sur le corps de la femme. Mais elle peut être réalisée par les sages-femmes, par les gynécologues et aussi par les médecins généralistes. Il ne faut pas les oublier. Les médecins généralistes, ils peuvent aussi les réaliser. Donc, il y a du monde pour examiner. Oui, Les sages-femmes, les frottistes, de plus en plus, c'est les C'est un sages-femmes. peu rare quand même. Quoi? C'est rare. De plus en plus, que c'est les les personnes sages-femmes. vont faire des frottis chez le médecin généraliste. Alors, de plus en plus de Les médecins laboratoires ne font pas. généralistes et de jeunes médecins ont tendance à se donner
un peu plus cette palette, parce qu'ils trouvent qu'effectivement, le contexte de la société fait qu'il y a un intérêt quand même qui est assez croissant, et donc il y a de plus en plus de jeunes médecins qui sont intéressés par faire beaucoup plus de gynécologie. On va en parler globalement comme ça. Mais sinon, on travaille en complémentarité. Nous travaillons toujours en complémentarité avec les sages-femmes. Les sages-femmes font de plus en plus de choses, et aussi bien que avec les compétence. Alors, Madame Bras, est-ce que vous pouvez énumérer les choses que propose, les actes que propose une sage-femme En matière de prévention du cancer du sein, déjà l'information, comme on a commencé ce soir, démontrer, rappeler aux gens l'importance de l'allaitement maternel. Et puis c'est l'occasion pour moi de vous dire que le style de vie, l'hygiène de vie est importante. C'est pas banal. Comment vous vivez? Vous buvez, vous mangez votre... Alors, ça repose sur des études quand même. Hein? La prévention du cancer du sein, ça passe par un style de vie. L'importance du style de vie. Je vais citer rapidement 4 grandes études qui ont été faites aux États-Unis où les chercheurs devaient répondre à une question. Qu'est-ce qui détermine une bonne santé? Les 4 équipes, ce sont des enquêtes qui ont duré entre 6 et 12 ans. Les 4 équipes ont été unanimes à dire, et je cite, 7 principes de base qui déterminent une bonne santé. Le premier, reposez-vous adéquatement. Faites avoir des nuits de sommeil de 7 à 8 heures. Faire régulièrement de l'exercice physique. Et j'insiste, ils ont bien mis aussi régulièrement de l'exercice physique. Choisissez les bonnes graisses, c'est-à-dire consommer des oléagineux, des noisettes un peu plus. Pas que ça, mais un peu plus. Consommez plus de pain, de céréales complètes, de produits du terroir en ce qui nous concerne. Maintenez un poids sain pour votre santé. Ce qui est sain pour moi n'est pas forcément sain pour madame et pour le docteur. Consommez plus d'aliments végétaux issus du terroir. Ne soyez pas dépendant du tabac, de l'alcool et des drogues illicites. Mais vous savez que les émotions aussi ont à voir avec le développement du cancer du sein. Et on n'y pense pas assez. Et dans une de ces conférences, le professeur Zeno Charles Marcel disait, dans une conférence qui s'intitulait « Les émotions et le cancer », il expliquait que les émotions négatives mal gérées faisaient le lit du cancer, c'est-à-dire augmentaient les risques de développer le cancer du sein. Et je cite dans ces émotions négatives la peur, l'angoisse, la colère, le cynisme, la honte, le mépris. Toutes ces émotions, quand elles ne sont pas bien gérées, vous êtes envahi et vous vous laissez écraser par elles, vous augmentez vos risques d'être malade et d'avoir le cancer du sein, entre autres. Mais ce n'est pas parce que vous avez ces émotions-là que vous serez forcément malade. C'est vrai que toute la journée, que ce soit dans la famille, au travail, dans la rue, il y a de quoi vous sentir agressé par ces émotions. Vous n'êtes pas prisonnière. Vous avez le droit de vous en débarrasser. Vous avez le choix entre se laisser envahir ou vous en débarrasser. Le message est passé. Je veux une bonne santé. Je fais attention aux 5 principes et je gère mes émotions négatives. C'est un grand combat de ne pas stresser. Mais c'est un énorme combat. Et de se libérer de ces émotions. De se libérer, on peut se faire aider. C'est pas évident. En revenant à ces principes, quand on dort suffisamment, on peut faire face, on est moins irritable, par exemple. Consomme pas l'alcool, on est moins irritable. L'ensemble de ces 7 principes nous aide à mieux gérer nos émotions négatives. Donc, ce n'est pas un principe à la fois, c'est les 7, la base des 7, plus la gestion des émotions. On est quand même en bonne voie pour nous éloigner des pathologies qui caracolent en Guadeloupe. Hypertension, diabète, surpoids et cancer. On parle du cancer du sein. On va parler un peu de l'autopalpation avec Madame Bras et aussi vous, monsieur. Sans problème, aussi je la sens. Parce qu'on parle d'autopalpation, mais je pense qu'il
il faut donner la marche à suivre. Comment faire, comment tenir le sein. Moi, je n'ai aucune idée. Je vais vous dire quelque chose, je ne l'ai jamais fait de mes mains. C'est toujours mon gynéco. Je ne sais pas comment faire. Alors, juste pour introduire ce que va dire Mme Mora sur l'auto-palpation, c'est quelque chose que l'on fait aussi en consultation. Parce que on parlait tout à l'heure de la consultation gynécologique, c'est vrai qu'une fois sur 2, les patientes ne se palpent pas les seins à la maison. Donc on leur dit, pendant la consultation, on leur montre, on leur dit, madame, voilà. Et puis parfois, on leur prend la main, on dit, madame, regardez-vous, voilà. On mime les choses parce qu'elles n'ont même pas le réflexe manuellement de faire le geste. Justement, une certaine pudeur de notre population antillaise. Est-ce que c'est pas typique C'est-à-dire c'est vrai que la pudeur aussi joue, mais ce n'est pas qu'ici qu'on le trouve. C'est vraiment l'idée de se dire que c'est important de pouvoir avoir ce geste qui semble être machinal. Parce qu'on se dit qu'on le connaît, le sein. On ne le connaît pas si bien que ça. Il y a les variations en fonction du cycle, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais ces variations font que des fois, les patientes ne se sont pas vraiment... elles ne sont pas appropriées leur sein réellement. Et quand on leur dit, mais madame, par exemple, il faut remonter jusqu'à l'aisselle, elle dit, ah bon, il y a du sein jusque-là? Je lui dis oui. Voilà, ce sont des petites choses. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment le faire. Et en consultation, les professionnels, il faut jamais hésiter en permanence, même celles qui pensent le savoir. Alors, dit, bon, madame, vous faites comment, vous? Avant même de le faire, avant même que nous le fassions, madame, alors, vous êtes là, comme ça, voilà, qu'est-ce que vous faites? Et là, elle se pose les questions, et c'est important aussi qu'elle se pose ce genre de questions-là. Donc, l'autopalpation n'est pas, aujourd'hui encore, elle n'est pas faite systématiquement au rythme qu'on aurait voulu qu'il se fasse, c'est-à-dire au minimum une fois par mois. Par mois. Voilà. Alors, j'aimerais réagir à la réflexion de Marie-Paul de la Ligue. La notion de pudeur, on parle d'autopalpation. Tu es seul sous ta douche, je montre le miroir, où est la pudeur? Non, il disait que le docteur disait qu'une femme sur 2 en consultation dit ne pas avoir encore fait d'autopalpation. Oui. Donc, alors, et j'aimerais qu'on distingue l'autopalpation de la palpation. La palpation, c'est le même geste qui est fait par un professionnel. L'autopalpation, ça veut dire que moi, je me prends en charge. Je prends en charge ma santé. Je suis acteur de ma santé. Et donc, j'apprends, que c'est important, 2, comment le faire. Et ce soir, nous allons faire un petit rappel. La première chose, je me mets devant mon miroir, les ballons du corps, je me regarde. Prenez l'habitude de vous regarder. Et quand on se regarde régulièrement, on voit les différences de taille, de forme, les rougeurs, les petites bosses qui apparaissent. Ensuite, on va presser le sein, on va regarder le mamelon, on va presser. Alors qu'on n'est pas en période d'allaitement, il y a un écoulement, ça interpelle. On regarde le mamelon, au lieu d'avoir la pointe, il est... il y a une petite fesse. Non, c'est qu'une crevasse. Ça doit interpeller aussi. Mais pour en arriver là, il faut prendre l'habitude de se regarder, de prendre plaisir déjà à se regarder. Et avec l'habitude, on va réaliser qu'il y a des différences. Il faut des petites différences qui font tout. Des différences. Bon, ça, c'est l'inspection, le regard, l'observation. Ensuite, on va faire la palpation maintenant. Et là, alors, il faut déjà mettre les bras le long du corps, on se regarde devant le miroir, mais après qu'on va palper, il faut mettre aussi les bras là. Alors, on n'a que 2 bras, on va palper avec la main droite va palper avec 3 doigts le sein gauche. Et il faut aller de l'extérieur vers l'intérieur, et on fait des mouvements circulaires en appuyant. On appuie pour pouvoir chercher une masse ou une petite boule, mais on fait vraiment de proche en proche, de telle façon qu'on ait fait le tour du sein. Et alors là, c'est important qu'il faut aller jusque-là. Le tour du sang, considérant que le mamelon et l'aréole, c'est le centre. Voilà. C'est ça? Oui, voilà. Jusqu'au mamelon. Et on remonte. Tout l'eau, voilà. Alors, il y a la technique qui fait comme ça, et la technique qui fait aussi là, circulaire. Voilà. Et moi, en tant que professionnel, j'aime bien partager un cadre, et je fais chaque cadre de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est la professionnelle. Mais comme ce soir, je parle d'autopalpation, donc, on fait soit le nombre vraiment d'extérieur vers l'intérieur et jusqu'en bas, et on passe toujours par le mamelon et l'aréole. D'accord? Donc, premièrement, on observe, on inspecte, on observe, et ensuite, on va palper. Alors, si, par extraordinaire, on trouve une petite masse ou une boule, pas de panique, on consulte.
Et c'est le médecin qui va faire l'examen, qui va mettre en place les autres examens pour pouvoir dépister, pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais toutes les boules, toutes les masses, toutes les douleurs, toutes les différences ne sont pas cancéreuses. Mais elles vous imposent une consultation. Alors, l'autopalpation se fait une fois par mois et de préférence quelques jours après les règles. Les seins sont beaucoup plus souples et pour certains moins douloureux. Donc, on est plus sensible à sentir les petites boules qui pourraient apparaître. À la deuxième partie du cycle, c'est plus dense, c'est plus douloureux, c'est pas recommandé. C'est possible, mais c'est pas recommandé. Est-ce que j'ai tout dit? Elle a fait une très bonne transition pour le sein dans tous ses états, et en particulier par rapport au cycle hormonal, parce qu'en réalité, c'est important aussi de savoir. Quand notre sage-femme nous dit qu'effectivement, le sein, c'est mieux de palper les seins après les règles, ou des cours des règles, c'est tout simplement parce qu'on se trouve dans une période de pause hormonale, qui est une petite période où, en fait, les seins sont moins denses, on va dire globalement moins gonflés, moins volumineux, ou, moins douloureux, et qui permet plus facilement, c'est une période quand même de calme, hein, juste après les règles, une période. À un moment particulier du cycle, et c'est très important pour les femmes, parce que toutes les femmes aiment savoir quand elles ovulent, hein, parce que c'est le moment où il peut y arriver un événement qui peut être considéré soit comme dramatique, soit comme extrêmement joyeux. Donc l'ovulation en soi, l'ovulation en soi est un moment important. Et donc il faut savoir que le sein est un bon critère. Parce qu'on sent une tension au niveau du mamelon, c'est lié aux oestrogènes, hein, ces fameuses hormones. Alors vous savez qu'on a principalement, en gros, chez la femme, principalement deux grandes hormones, les oestrogènes en première partie du cycle, hein, c'est-à-dire en première partie du cycle en commençant depuis les règles jusqu'à pendant à peu près 15 jours, si on a des cycles à peu près de 28-30 jours. Et la deuxième partie du cycle. Alors, la première partie du cycle concerne ces fameux oestrogènes qui vont augmenter la taille des canaux qui vont libérer les canaux des mammaires, hein, qui sont situés dans le sein, pour ne pas être trop technique, mais ils vont augmenter ces canaux en taille et vont commencer à produire certains récepteurs qui vont favoriser la croissance. Donc en fait, les seins commencent au fur et à mesure à grossir, et au milieu de cycle, au moment de l'ovulation, ils peuvent être beaucoup plus sensibles. C'est important, c'est un bon signal, mesdames. Attention, ce moment-là est important. Ça peut être juste ponctuel, hein. Les seins sont beaucoup plus sensibles, ils peuvent être soit parfois un peu plus douloureux, mais souvent ils sont juste extrêmement sensibles. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça peut stimuler la libido ou d'autres réactions de cette nature. Et en fait, en deuxième partie de cycle, c'est-à-dire plutôt une semaine après cette fameuse ovulation, on se dit, mais tiens là, c'est bizarre, j'ai les seins qui sont beaucoup plus tendus. Certaines personnes ont ces symptômes de façon plus importante parce qu'ils ont ce qu'on appelle classiquement un syndrome qui arrive avant les règles, qu'on appelle prémenstruel. Ça arrive en général une semaine avant les règles. Qu'est-ce qui se passe en règle générale? C'est que vous avez les hormones, les oestrogènes, qui eux n'ont pas totalement terminé. Ils font croître certains canaux en taille, mais qu'après, vous avez la progestérone, qui est cette hormone qui est l'hormone de la grossesse. La progestérone geste comme gestation. Et à ce moment, le pic arrive donc à cette troisième semaine où elles sont vraiment importantes, où la progestérone est importante. Et donc, ça peut donner des tensions au niveau du sein pendant toute cette période. Donc, connaissons un petit peu cela, et ensuite, ça redescend quand les règles arrivent. Voilà. Est-ce donc que ça, les c'est femmes important. qui sont sous contraception ont les mêmes effets? Est-ce que les seins vivent de la même manière? En général, non. Pour une raison très simple, c'est parce qu'elles ont un cycle qui est artificiel et qui est mené au repos, mais où les oestrogènes, donc il n'y a pas ces variations en fonction des pilules, hein, ou des hormones qui sont données. Mais sachant que c'est un phénomène que l'on observe quand même, quand parfois on a des dosages qui sont trop. Une femme qui a par exemple une pilule qui n'est pas adaptée peut tout de suite avoir des seins extrêmement tendus, ou tout, et qui dit docteur, est-ce que c'est qu'il y a quoi? Peut-être que je suis enceinte, mais en fait tout souvent parfois c'est que la pilule n'est pas assez dosée, ou elle est plus sensible. Hein, parce que chaque femme est différente. En fonction du même pilule, elle peut avoir des douleurs qui sont plus importantes. Alors, docteur Jeffrey, quand on parle de cette pathologie qui est le cancer du sein, comment vous annoncez à un patient qu'il est atteint de cette maladie, enfin de cette pathologie du cancer? Comment vous faites?
Alors, comment on fait? Souvent, pour être très pratique, il y a la théorie. La théorie, madame, vous avez un cancer. Ça, c'est la théorie et qui ne fonctionne pas. Il faut savoir qu'à une époque, les gens, c'est comme ça que ça faisait. Même bon, depuis, il y a ce qu'on appelle la consultation d'annonce, qui est devenue beaucoup plus organisée, formalisée, qui est faite soit par le gynécologue qui va faire la prise en charge ou l'oncologue. Parce que souvent, après, c'est une question parfois de chimio, de radiothérapie. Et donc, ces deux spécialités, en fait, souvent se partagent la douloureuse consultation d'annoncer. Mais cette annonce ne doit pas être perçue comme étant douloureuse par le médecin. Si elle est perçue comme étant douloureuse par le médecin, elle sera perçue comme douloureuse par la patiente. Il faut que ça soit un moment plutôt où on dit, madame, en gros, qu'on annonce déjà ce qui se passe. Donc c'est un moment où l'on révèle, madame, il y a une pathologie donc tumorale, éviter les mots qui peuvent effectivement d'emblée évoquer la mort. Donc quand on dit tumeur à une patiente, ça peut présenter un problème. Voilà, donc ce sont des mots il y a des mots qu'il faut, quand on est un spécialiste ou qu'on connaît un petit peu, qu'il faut un peu éviter. On peut avoir une pathologie maligne et donc dire que effectivement, expliquer ce que c'est. À ce moment-là, cette consultation d'annonce est destinée également non seulement à expliquer ce qui se passe, mais également à dire ce qui va se faire. Expliquer à la patiente dans quelle circonstance se passe. Parce que souvent, elles peuvent être dans une attitude un petit peu de sidération ou de déni. Enfin, il y a plusieurs situations où elles peuvent se trouver, où elles ont l'impression d'être totalement perdues. Là, tout s'arrête. Voilà, un coup de massue, tout s'arrête au moment où on a l'annonce, on se dit, ben ça y est, je vais mourir. Donc on se dit, voilà. Parfois, c'est une manière de se protéger. C'est une manière de se protéger. Le cerveau, voilà. Le cerveau s'adapte. On entend plus que le médecin dit juste après. Voilà. Ouais. Donc il faut remettre tout ça dans une forme de temporalité où le praticien, pas en étant comme un croque-mort en disant, madame, vraiment, nous sommes hyper désolés. Où il faut être dynamique, je pense. La posture est importante, et je le dis non seulement à mes collègues, mais je le dis aussi à moi-même, parce que c'est vrai, on doit redonner de la vie. Oui. Parce que c'est le cancer du sein guérit de mieux en mieux. Oui. Et avec les années, depuis une vingtaine d'années, la mortalité du cancer du sein diminue, heureusement, de plus en plus, parce qu'on le traite non seulement, on le prend non seulement plus tôt, mais aussi parce que les traitements existent de plus en plus. Et donc, il faut être extrêmement optimiste, présenter les choses de façon concrète, mais surtout dans la temporalité. Madame, pendant 5 à 6 mois, ce sera un combat. Mais nous sommes avec vous. C'est un exemple que je prends parce qu'il faut essayer de ne pas être théorique, trop théorique. Oui. Il faut être dans une dynamique d'accompagnement. Et dire, madame, c'est une opportunité, là, maintenant, de reprendre certaines choses avec vous qui vont vous servir dans votre vie. Les règles d'hygiène de vie, tout un tas de choses pour que la patiente se sente elle aussi sa santé. Il est également super important qu'elle ne soit pas toute seule. Si elle peut être accompagnée par son conjoint ou par une amie, c'est très important parce que cette phase fait que les gens, on parle mais c'est comme dans un film, on entend mais on comprend pas ce qui se passe. On a l'impression que voilà, c'est comme on se dit j'y suis pas, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est comme si on une coup de massue, ce qui m'arrive. Donc la notion de temps à prendre pendant cette consultation ne doit pas être négligée. On ne peut pas se dire, là, j'ai 3 personnes dans la salle d'attente, il me reste 5 minutes. C'est pas possible. Il faut impérativement... Et normalement, justement, cette procédure d'annonce doit se faire aussi avec un psychologue quand... Elle peut se faire avec un psychologue quand c'est possible. On peut conseiller effectivement d'avoir un psychologue si c'est nécessaire. Il y a des patients qui ne le jugent pas nécessaire tout de suite, mais qui peut être extrêmement important, effectivement. Donc ce temps est un temps important. Il faut prendre le temps, l'évaluer. Vous disiez tout à l'heure qu'il est préférable que la personne soit accompagnée et parfois même par son conjoint, mais il y a des hommes qui ont très peur de cela. Bien sûr, mais c'est l'occasion. Et à l'annonce même de cette nouvelle, de dire que bon, vous êtes atteint d'un cancer, on peut voir des hommes partir, abandonner leur femme, leur conjoint. Justement, c'est justement là où l'attitude du professionnel est importante. Si le professionnel vous donne l'impression que c'est la fin du monde, c'est un peu tout le monde qui détale. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on observe quand même de faire de la connaissance aussi, qui a beaucoup augmenté, du fait de ce genre d'émissions qui deviennent de plus en plus connues. Il y a la connaissance des femmes au fil des années augmente autour de ça, et les conjoints aussi. Donc c'est moins vécu qu'avant. Et puis, on a moins de chirurgie, on va dire, qui faisait qu'on se retrouvait devant
le mari se disait, mais c'est plus ma femme, quoi. Donc, On voit une femme mutilée. Une femme mutilée, il y a moins de mastectomie qu'avant, moins de gestes délabrants. Donc tout ça, c'est important, mais de façon fondamentale, il faut avoir quelqu'un, et je le dis aux patientes là maintenant, parce que là, je ne m'adresse pas aux professionnels. Mesdames, il faut être exigeant avec votre soignant. Il faut que l'approche soit une approche qui soit rassurante. On sait qu'on a affaire à un professionnel de santé, mais il faut qu'on soit rassuré, accompagné, et qu'on sente vraiment, et là je le dis pour les femmes, qu'on a quelqu'un qui veut répondre aux questions. Sinon, ouais, il faut trouver d'autres voies pour avoir. C'est bête à dire, on n'est pas tous toujours très commodes, mais il faut absolument trouver des solutions qui nous permettent d'être beaucoup plus empathique avec les patientes, et c'est vrai que cet élément-là, je pense que c'est fondamental dans la consultation d'annonce. Alors techniquement, il y a parfois des questions bien précises. Combien de temps ça va durer? Il faut être dans le temps, on sait à peu près entre 4 et 6 mois. Sur la chimio, les questions sont très importantes. Il faut savoir répondre à ces questions sur les cheveux, sur la féminité. Et les patientes ont besoin d'avoir cette approche-là sur la féminité également. Donc nous devons d'emblée répondre à des choses qui sont importantes pour les patientes. Pour nous, gynécologues hommes, parfois ça peut paraître un peu, mais la notion de féminité, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que mes cils, est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce que j'aurai des sécheresses du vagin? Est-ce que pendant les rapports ce sera toujours pareil? Enfin, vous voyez, des choses qui sont malgré tout importantes et qu'il faut aborder tout de suite pour rappeler que la vie continue et qu'elle peut être parfois meilleure qu'avant. C'est ça aussi, et donc il faut en parler. Voilà, ben là nous allons prendre une courte pause pour la publicité. Nous voilà de retour sur le plateau de Santé 10 et là nous allons passer la parole à Madame Fernandez. Le sujet de ce soir, c'est le sein dans tous ses états. Vous êtes la secrétaire générale de la Ligue contre le cancer du Comité Guadeloupe et la question que je vais vous poser, c'est la présentation des soins et des supports de soins pour la personne justement qui a appris qu'elle a une pathologie et comment vous les aidez? Alors c'est vrai que le cancer c'est une cellule qui dysfonctionne et une fois que la personne, l'homme ou la femme, parce que la Ligue accompagne les hommes et les femmes de Guadeloupe de janvier à décembre, c'est vrai que on a ce qu'on appelle, nous ne sommes pas un organisme médical. Nous n'avons pas vocation justement à prodiguer des soins médicaux, mais on a ce qu'on appelle des soins de support qui permettent justement, entre guillemets, de supporter les traitements, supporter la maladie et même après. Donc, avec l'aide de notre TISF, technicienne d'intervention sociale et familiale, on a ce qu'on appelle une palette de soins de support. Donc, ça peut être des activités de bien-être, des activités sportives et aussi l'accompagnement social. Donc, je vais vous citer quelques exemples et vous en citer même les bienfaits. Donc, on a une partie convivialité. Donc, avec le groupe de parole pour les patients, ça permet vraiment de sortir de l'isolement des personnes qui sont atteintes par un cancer et dans le cadre d'Octobre Rose et de cette émission de ce soir, le sein dans tous ses états, donc dans le cadre d'un cancer du sein pour les hommes ou pour les femmes, donc des groupes de parole pour les patients pendant ou après la maladie, écouter, discuter, échanger avec d'autres patients afin de partager des expériences et échanger librement. On a ce qu'on appelle aussi Onticauser, un groupe d'échange sur les différentes thématiques ouverts à tous et animé par un socio-anthropologue. On a aussi la partie détente, donc avec le yoga qui est très apprécié. Nous avons un succès. Bientôt, on va devoir pousser les murs pour accueillir plus de personnes. Donc, le yoga aide à réduire le stress et l'anxiété. On en parlait, qui est un facteur aggravant dans le cadre de plusieurs maladies, et notamment dans le cadre du cancer du sein. Donc, réduire le stress et l'anxiété, retrouver le calme et le sommeil, ô combien important, comme disait à l'instant Madame Rand, sage-femme libérale. Il permet aussi d'entretenir sa santé et d'accéder à un bel équilibre corps et esprit. Nous avons aussi la sophrologie. C'est une science qui regroupe un ensemble de techniques thérapeutiques et préventives qui permettent de gérer, entre autres, le stress, l'anxiété, les insomnies et les maladies psychosomatiques. L'art-thérapie,
qui est une méthode un petit peu différente qui vise à utiliser le potentiel d'expression artistique et la créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel. Donc on a aussi une partie épanouissement et donc ce sont les activités physiques adaptées qui permettent aux patients de réapprendre à utiliser son corps et d'en reprendre le contrôle. Souvent, on a le témoignage des personnes qui ont le traitement avec la chimiothérapie, qui ont l'impression de ne plus être en possession de leur corps, d'avoir perdu des capacités. Et c'est vrai que l'activité physique adaptée permet justement de se réapproprier ce corps qui a été lourdement touché, parce que le cancer, c'est une maladie qui touche dans la chair. Et jusqu'à présent, la recherche continue. C'est vrai que c'est pas forcément facile, mais pour le moment, c'est encore des traitements assez lourds de radiothérapie et de chimiothérapie. Donc, on a ce qu'on appelle la gym adaptée. Donc, c'est des activités physiques. Il y a aussi la marche nordique. Donc, on a un très bel archipel avec de très beaux paysages. On n'a rien à envier aux autres. J'ai envie de dire ça. Et c'est vrai que là, la marche nordique, c'est en extérieur. Donc, ça peut être à la campagne, ça peut être en bord de mer, les rivières, vraiment. Et vous faites ça. Et pendant cette marche nordique, ces séances, il y a aussi ce qu'on a... l'intervenante, donc Sandrine, l'intervenante fait aussi des exercices de motricité avec justement ces bâtons de marche nordique pour justement retrouver et réapprendre à utiliser son corps. Il y a aussi l'aquagym, pour l'instant, qui est au Gosier, puisqu'on a un nouveau local sur la Basse-Terre. Donc, la convention a été signée aussi avec le CNRBT, le club des nageurs de la région bastérienne. Donc, très prochainement, il y aura aussi de la natation du côté de la Basse-Terre. Donc, toutes ces activités physiques permettent justement de se réapproprier son corps et de retrouver une vie, parce qu'il y a une vie après le cancer et c'est vraiment important que ce soir, on martèle ça tout au long de l'émission et tout au long de l'année aussi, qu'il y a une vie après le cancer. Il y a aussi une partie bien-être. Donc là, c'est la 4e partie des soins de support. Donc les soins socio-esthétiques, on parlait de féminité, voilà, de beauté, voilà. Donc c'est vrai que les soins socio-esthétiques, ce sont des soins prodigués par des professionnels qui visent à améliorer l'image de soi, excusez-moi, et apportent un bien-être, un confort dans une ambiance cocooning, vraiment. L'atelier nutrition, des professionnels qui conseillent pour adapter l'alimentation et ainsi garder le plaisir de manger, retrouver l'appétit. Je dis retrouver, mais parfois même des personnes en traitement n'ont pas forcément perdu l'appétit. L'atelier écriture créative, qui est un espace qui a pour but de permettre de s'évader durant la maladie, de s'exprimer, de créer des textes dans un esprit de groupe, libre et sans jugement, en toute confiance et surtout qui fait plaisir. Donc c'est vrai que cet atelier créatif, j'ai eu l'occasion d'y participer avec une intervenante vraiment formidable, Servane, que je salue. Et sans se rendre compte, on écrit, on se libère vraiment. Je n'ai pas les mots pour vous exprimer vraiment comment l'atelier est amené à même des choses enfouies qu'on n'avait pas forcément l'impression on n'a pas la conscience que c'était là. Et bien on l'écrit et c'est vraiment libérateur. C'est le retour qu'on peut faire. Alors pour terminer la partie bien-être, il y a aussi les ateliers de cours d'anglais. Comme vous le savez, je ne vais pas finir la chronique en anglais, mais comme vous le savez, nous sommes dans un bassin caribéen où nous pouvons parler anglais. Docteur, vous êtes bien... de Saint-Martin. Voilà, vous êtes bien de Saint-Martin, vous êtes bien placé pour nous. Exactement, voilà. Donc, nous sommes dans un bassin caribéen. Nous sommes aussi tournés vers le monde. Et c'est vrai que cet atelier d'anglais est très, très apprécié. Vraiment, il a un vif succès. Donc je salue Aminata qui le mène vraiment très très bien. Quand je suis au local à Pointe-à-Pitre, j'entends des rires, des échanges. J'ouvre la porte, je vois qu'elles sont sur leur téléphone, elles regardent, il y a une interaction et c'est très demandé. Et c'est vraiment... Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'y pense pas, mais ça a une valeur d'évasion totale. Parce que quand on parle une langue étrangère à ce moment-là, non seulement c'est bon pour le cerveau,
parce que ça permet de Bien déconnecter, ça permet de pouvoir sortir de son contexte habituel du stress. Mais c'est une invitation au voyage quand on parle d'une langue étrangère. Donc, quand elles sont là, elles sont ailleurs. Ça ouvre le champ Exactement. du Et donc, c'est vrai qu'en termes de conditionnement, il n'y a pas échanges mieux sont différents. finalement. Les échanges sont différents, on Les échanges, exprime oui. autre chose. Ben oui. En tout cas, j'aurais une petite proposition à faire à ton comité, parce qu'à Pointe-Noire, on a un nouveau prestataire Oui. qui propose des bains de forêt, Oui, où il emmène c'est la des... sylvothérapie. Voilà, La c'est sylvothérapie, quelque chose de magnifique. En fait, en réalité, en Guadeloupe, il y a un potentiel extraordinaire en matière de sylvothérapie. Parce Voilà. que c'est comme ça qu'on l'appelle. Je savais même pas le Ben nom. oui, ben oui, mais ça va. Ce ne sont pas des thérapies affectées par Sylvie, c'est une vraie, c'est la sylvothérapie. D'accord. Ce que j'ai- Sylvo. donc, c'est la sylvothérapie. D'accord. comme, c'est la forêt, en fait. Donc, la forêt. Et en fait, c'est vraiment une ressource que l'on a de façon... Eh oui. C'est une richesse incroyable qu'il y a ici. Et l'énergie de ces arbres et la libération de certaines substances sont extrêmement importantes pour l'apaisement, ralentir le rythme cardiaque et autre chose. Et on le bénéficie, on en fait très très peu. Donc maintenant, avec l'urbanisation croissante que nous avons, il faut quasiment qu'on le prenne comme un médicament d'aller à la Bon, Ouais. alors, forêt, tu viens me voir à donc la Pointe-Noire, je te la mets en sylvo- relation avec ce monsieur. faire de la sylvo, ce serait bien. C'est top. Les bains de forêt, j'avais jamais vu, entendu. Quand il m'a montré ça, j'ai dit waouh. Alors, ce qu'on montre souvent, ce sont les gens qui tiennent les arbres. Voilà. Oui, c'est ça. Mais Les c'est pas- pieds, c'est pas- les c'est pas- pieds c'est au pas que sol. ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Ah non, 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 du tout. C'est bien, c'est la calinothérapie avec l'arbre, c'est mignon. C'est tout, Évoluer mais dans la les corps, forêt. c'est évoluer, les effluves. Ils sont reconnectés Voilà. à la terre. à la- Exactement. à la nature, exactement. C'est vrai qu'il y a un dernier volet pour les soins de support et l'action qu'on mène pour les malades, c'est l'accompagnement social. Donc, c'est le soutien social et l'information et l'aide à la gestion des différentes démarches administratives dues à la maladie. Donc, c'est assez récent et c'est vrai que c'est un peu encore méconnu. La reconnaissance après un cancer auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes en situation de handicap, c'est vrai qu'après un cancer, on peut justement... bénéficier de cette allocation, oui, de certaines aides. Et c'est vrai que notre TISF, un technicien d'intervention sociale et familiale, est là justement pour mener, j'aime pas forcément ce mot, mais c'est un autre combat avec les organismes. C'est pas forcément évident pour des personnes qui sont pas forcément procédurières ou qui n'ont Et qui n'ont pas le moral, tout simplement. C'est ça, Elles sont en qui n'ont train pas- de se battre contre C'est quelque vrai, chose. c'est On leur vrai. demande des papiers, de monter dans différents bureaux. Exactement, exactement. C'est pas facile. Donc ça, c'est Ça peut merveilleux être d'avoir ce avec genre votre d'aide. assurance, ça peut être avec la CGSS, enfin, quel que soit l'organisme, vraiment, nous sommes là pour accompagner dans ces démarches administratives, quel que soit, voilà. Et c'est aussi une manière de préparer l'après-cancer. Par exemple, le retour au travail avec un plan thérapeutique. Donc, c'est vraiment une aide dans sa globalité. Il y a aussi le soutien financier, parce que c'est un manque à gagner quand la personne, une fois qu'elle est atteinte d'un cancer, ne peut plus forcément aller travailler. Donc, c'est vrai que c'est un revenu en moins dans le foyer. Tout On à parlait fait. de couple, on parlait de famille. Donc, c'est vrai qu'il y a une possibilité à la Ligue contre le cancer de bénéficier d'une aide financière. Ça peut être pour un loyer en retard, ça peut être pour des dettes, enfin, D'accord. ou pour un billet d'avion quand on n'a pas la possibilité de se faire soigner en Guadeloupe, sur le territoire, pour partir ailleurs. Donc, il y a aussi le retour et le maintien à domicile. Organiser le retour, donc on parlait de l'après, et le maintien à domicile en octroyant des heures d'aide ménagère. Donc, souvent... Voilà. pour- Donc, pour entrer en contact avec vous, un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Alors, nous avons un téléphone fixe, le 05 90 21 63 63, 21 63 63. Un numéro de portable 06 90 56 06 50 56 06 50. Une adresse email CD comme comité départemental 971 ligue LIGUE cancer cancer.net et on nous retrouve aussi sur les réseaux sociaux Voilà, donc. Facebook et Instagram. Je vous rassure, sur la page Facebook de Santé 10, on va bien noter les numéros de téléphone, les adresses. N'ayez pas peur, tout sera noté. Alors, J'aimerais juste rappeler Oui. quand même une chose, Valérie, c'est que je suis un petit peu de Saint-Martin aussi. Je Oui. représente- J'ai la casquette des îles du Nord, hein, pour vous ce soir aussi. Et c'est vrai que c'est parfois une double peine pour les gens qui sont par exemple à Saint-Martin et qui doivent venir en Guadeloupe oui. pour des soins de cette nature. Alors maintenant, il y a la chimio à Saint-Martin, à l'hôpital. Donc voilà, c'était un effort qui a été fait conjointement par les tutelles.
Mais vraiment, le fait de pouvoir être ici, de pouvoir avoir accès à la Ligue, pour un hébergement ponctuel, parce que la radiothérapie ne se fait qu'ici. Il y a les appartements aussi. C'est important de le dire aussi à ceux qui nous écoutent de Saint-Martin. Il y en a quelques-uns d'ailleurs. Et donc ça, il faut dire que vraiment, là, et je sais qu'aussi vous venez parfois sur place, il y a des référents, mais ça aide vraiment encore plus les gens qui sont obligés de se déplacer. Je pense que c'est le cas pour Marie-Galante, pour Saint-Martin, voire Saint-Barth. C'est vraiment quelque chose qui a une valeur inestimable. C'est vrai qu'à la Ligue, parce qu'après, il y a des gens d'accueil qui est non loin du CHU, but, justement, et qui permet justement à la personne malade et à un aidant, puisqu'on parlait d'un compagnon, d'un enfant, d'une mère, à un aidant d'accompagner, d'être vraiment là au quotidien lors des séances de radiothérapie ou de chimiothérapie. Voilà, des îles du Nord, de tout l'archipel vraiment, et même de la Caraïbe, même parfois de la Guyane et d'ailleurs. Voilà. Alors, le sujet, c'est vrai qu'il est vaste, hein, il y a tellement de choses à dire, mais je vais quand même vous lire les 3 questions qu'on a reçues sur le Facebook. Alors, je vais lire les 3 questions et vous allez répondre, sachant que l'heure avance, il nous reste à peu près une dizaine de minutes d'émission. Donc, comment éviter la confusion entre la glande du déodorant et le nodule du cancer du sein? Ça, c'est la première question. La deuxième question, certaines personnes disent que la douleur provoquée par la mammographie réveille le cancer. En tant que pisé, on dit là, il y a été à l'hôpital, il y a plati, donc pour eux, c'est ça qui a déclenché le cancer. Ça, c'est une pensée des femmes. Et ma grand-mère est décédée d'un cancer. Ma mère et une cousine maternelle. Est-ce qu'obligatoirement, j'aurai, on retrouve souvent cette question, le cancer parce que 4-5 membres de ma famille l'ont eu. Alors, est-ce que moi aussi, je l'aurai? Alors, est-ce qu'on peut répondre rapidement, docteur, bien sûr, à ces questions? Alors, je vais commencer par la plus facile, la dernière. Est-ce que quand on a eu des cancers dans la famille, est-ce qu'on l'ouvre obligatoirement? Non. Par contre, il faut savoir que quand on a des cancers dans la famille, il est possible qu'il y ait un facteur génétique. Possible. Parce que même quand il y a plusieurs cas dans la famille, c'est pas pour autant forcément que ce soit génétique. Donc il y a des consultations génétiques qui existent au CHU d'ailleurs, avec des gens très bien en Guadeloupe, avec des collègues que je reconnais ici qui ont une très dynamique par rapport à ça. Donc on fait ces examens, mais parfois il n'y a rien. Il n'y a pas de facteur. Par contre, on n'a pas fait dérouler aujourd'hui tout le fil de la génétique. Donc, il y a peut-être d'autres facteurs qui peuvent qui peuvent être des oncogènes, c'est-à-dire avoir tendance à provoquer un cancer qu'on ne connaît pas encore. En gros, plus on a des cancers dans la famille, plus il faut se rabattre aussi sur les mesures de prévention dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas se dire, oh là là, dans ma famille, tout le monde a le cancer et fumer comme un pompier. Quoi. Il y a un moment donné, il faut que je pense que c'est la meilleure façon de régler ça, c'est ça. C'est une première chose. Voilà. Deuxièmement, la douleur liée à la mammographie. Oui, mesdames, c'est douloureux. On ne peut pas le nier, plus sur certaines que d'autres, en fonction aussi. Aujourd'hui, il faut savoir que la mammographie est moins douloureuse qu'avant. Les techniques, la digitalisation fait que les radiologues proposent vraiment des choses et ça va en s'améliorant de mieux en mieux. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire en sorte que les appareils, que les techniques permettent que ça soit moins douloureux. Choisir le moment du cycle. Voilà. Et puis, chez certaines femmes, effectivement, pour revenir, quand elles ne sont pas encore ménopausées, on revient parce que parfois on est obligé de le faire. Dans les cas par exemple de cancer du sein dans la famille, on commence peut-être les mammos plus tôt, à l'âge de 40 ans. Ne les faites, choisissez le moment où c'est moins sensible. Donc mesdames, après les règles. Voilà. Et ça ne déclenche pas, comme on dit, le fait d'écraser le sein, parce que j'entends souvent les gens dire ça. Oui. Ça peut révéler des douleurs. Oui. Des douleurs qu'on avait avant. Par exemple, si on a un petit kyste ou un petit fibrome, quelque chose qu'il y a sur le sein, ça peut réveiller une douleur. Et peut-être réveiller dans la tête un problème, une petite lésion qu'on avait qui peut être bénigne au niveau du sein. La dernière question, le déodorant. Le déodorant. Toute masse, toute douleur n'est pas cancéreuse. Voilà. Partez de consulter. Voilà. Attendez la réponse, attendez les examens. Et après, on va parler. Dernière chose, le déodorant. Le déodorant, alors, très franchement, pour l'avoir vraiment vécu, expérimenté chez des personnes, le déodorant peut parfois donner des nodules sous le bras, sur les aisselles, le long du muscle, du grand pectoral. Donc, il faut impérativement, il faut malgré tout, attendre, arrêter et voir si ça se calme. Si ça se calme,
c'est que c'est pas ça et que ça On a disparaît. amélioré aussi. C'est pour ça qu'on le fait d'un mois à Voilà. l'autre. On arrête parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines formes de déodorant. On va pas rentrer dans des détails Voilà. par rapport à ça. D'accord. Maintenant, une tumeur du sein, un nodule du sein tel qu'on le décrit, par définition, il n'est pas forcément douloureux. Attention, mesdames, on ne le répète pas assez. Un nodule peut ne pas être douloureux. Et généralement, il n'est pas douloureux, le nodule du cancer du sein. Donc, quand on a un nodule dans le sein, on ne peut pas se dire « Ah, c'est rien » parce que ça fait pas mal. Au contraire. Donc, il faut surveiller et consulter, Voilà. évidemment. Voilà. Alors, on va aller vite. Hein. C'est toujours comme ça. Comme Oui. les émissions sont passionnantes, Oui. les derniers moments filent très Voilà, vite. voilà. Alors, le gynécologue, la sage-femme, Oui. vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Oui. Comment pouvons-nous, en tant que société, agir justement dans la prévention? Première chose, les perceptions. Nos perceptions, c'est-à-dire repartir avec un moment important qui est celui de l'allaitement. Je crois que c'est un moment important. Le moment de la maternité, où enfin la femme, quelle que soit son origine, se retrouve en contact avec des professionnels de santé, est un élément fondamental. Et ça, je le décris par rapport à une maternité classique. On doit réinvestir ce moment. Parce que pendant 3 jours, 2-3 jours, parfois 4, la femme a peut-être l'opportunité de pouvoir être entourée de professionnels et de lui rappeler certains éléments qui vont servir non seulement pour ses enfants, mais pour ses amis, ses copines, ses enfants. Donc, réinvestir ce moment-là comme un moment d'éducation. Si on peut trouver un moment précis, et puis nous, en tant que professionnels, on doit réinvestir ce moment-là. Et puis, les signaux, les messages, la façon dont vous, personne publique, ou en tout cas qui parlez beaucoup, devez souvent, à mon avis, par les mots, rassurer, redonner des conseils, parler de vos propres, à mon avis, parce que souvent c'est ça, vous livrez un petit peu, mais parlez aussi de vos propres expériences, vos propres défis, vos propres difficultés, Ouais. pour aider les auditeurs un petit peu à améliorer ça. Je pense que si la société passe par ce regard, ce serait bien. Vous avez un mot, Madame Brown? Promouvoir l'allaitement maternel. Déjà, nous, les sages-femmes libérales, de la préparation à la naissance, les hospitalières à la maternité, et les libérales et les PMI le retrouvent encore à domicile. D'accord. Alors, tout le temps, maintenant, le choix appartient aux patientes. Et puis, le style de vie, l'hygiène de vie, c'est important. Oui. C'est important. Et j'aimerais juste donner un petit coup de gueule qui est parfois un peu important. Je vois que parfois on est dans des maternités. Enfin, je suis dans une maternité. Mais on doit faire très attention à la façon dont nous-mêmes nous traitons nos patients. Oui. Quand on veut promouvoir une alimentation saine et parfois on voit certaines choses, on se dit c'est le moment. Ouais. C'est le moment quand les patients sont en contact avec nous, en contact avec le système de soins, pour qu'on leur explique les choses, parce que c'est un moment de transition où elles n'auront peut-être pas forcément l'occasion. Et ça, c'est valable pour l'alimentation. Parfois, nous ne sommes pas très très bons dans notre façon, on prêche pas forcément. Allez, voilà. Mais je le dis parce que je pense que pour nous, revoir les choses, un petit déjeuner avec certaines choses plus sucré que voilà, on se dit on est dans une maternité. Donc il faut qu'on fasse attention, qu'on balaye aussi devant notre porte à nous et qu'on aille au bout en disant la maternité, le système de santé pendant cette grossesse est peut-être l'occasion inespérée de pouvoir changer quelque chose qui va agir non seulement sur la vie de la femme, mais sur la vie de son entourage et de ses enfants. Elle est centrale dans la société. Donc, Voilà. Ça, c'est lourd, ça. Hein. Alors, Mais il ne c'est reste important. pas beaucoup de temps. Madame Dixit, c'est ce qu'on appelle synthétiser une phrase. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le regard de l'autre, sur le sein, mais le sein, l'objet d'érotisme? Alors, il faut savoir que le sein, c'est vraiment un objet d'érotisme. Hein. On sait que le sein, on a ce côté érogène où on touche, ça nous emmène forcément à la sexualité. Je dirais là ce soir aux hommes, aimez les seins de vos femmes. Mais pas seulement pour cette partie érotisme. Aimez les seins de vos femmes pour les accompagner dans le soin qu'elles doivent prendre de leurs seins. Aidez-les, palpez-les, jouez avec, tétez-les aussi, mais soignez-les surtout. On a un regard très sexuel, mais il faut avoir un regard aussi d'empathie, d'amour, et surtout un regard de santé. En tant qu'homme, il y a un regard santé sur les seins de vos femmes. Alors, en quelques secondes, Madame Fernandez, une phrase pour la fin, un mot.
Oui, bien que les hommes et les femmes prennent soin de la santé de leur sein, hein, voilà. Et remercier aussi nos 3 salariés au comité Guadeloupe de la Ligue nationale contre le cancer, nos psychologues cliniciens et l'ensemble de nos intervenants qui accompagnent quotidiennement les familles guadeloupéennes qui sont malheureusement touchées dans leur chair à cause d'un cancer. Voilà. Et prenez soin de vous, c'est important. Docteur Giffry? Merci. C'est un moment d'échange qui est extrêmement, à mon avis, important et qui amènera, qui portera du fruit. Je pense qu'il faut qu'on apprenne, effectivement. Si j'avais un mot à dire, il faut qu'on apprenne à se reposer. Notre société manque de repos, beaucoup. On a l'immunité, on a parlé de l'immunité tout à l'heure, mais il faut savoir que si nous avons un tel problème avec les cancers également, parce que l'immunothérapie, c'est une nouvelle piste, il faut qu'on fasse attention à notre immunité depuis le Covid. Et il faut réinvestir le repos. Et je pense que c'est important de le dire pour chacun dans une société où tout va très vite et où on doit terminer cette émission. Madame Bras, le mot de la fin. Je le dirais en créole. Oui. C'est madame là, faut autres occuper des santé à tété à autres. Manier yo, piger yo, cader yo. C'était le mot de la fin. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette belle émission. Merci, Valérie. Je pense que Brigitte sera très contente. Fier de vous et de nous. Oui. Et votre santé, c'est une priorité sur Canal 10 et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. À très bientôt.